Martine Carglio vous a bien expliqué tout à l'heure en quoi ces 4 tables se déclinent. Donc, ça sera la première des 2 tables rondes de cet après-midi. Les 2 autres suivront donc demain dans la matinée. Et la première table ronde qui, vous allez le voir, va vous présenter un panel assez international, s'intitule donc « De la coordination au partenariat des acteurs de la scolarisation ». Et pour cela, je voudrais d'abord vous présenter votre modérateur pour cette table ronde. C'est un inspecteur général de l'éducation nationale depuis 2009 et on peut vraiment dire que c'est un spécialiste de la question. Il a participé à plusieurs rapports sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap et je suis sûre qu'il va mener cette table ronde à main de maître. Donc merci d'accueillir, puis ces petits applaudissements, ça va aussi nous permettre de nous réveiller. Gilles Pétraud, le voici. Bonjour Gilles. Alors, il y a un premier microphone qui est ouvert, qui est celui-là, si vous voulez. Bonjour, vous allez bien? Je suis parfaitement réveillé, merci, tout va bien. Très bien, vous avez bien, vous êtes bien restauré, si j'ose dire? C'était excellent. D'accord, pas trop. Et on a fait beaucoup d'échanges et de conversations très sympathiques avec beaucoup de gens. On a appris beaucoup de choses. Donc merci pour ces moments de relation que nous avons eus. On va avoir encore une pause au milieu de l'après-midi pour continuer donc ce networking si nécessaire dans ce secteur. On est bien d'accord. Et ensemble, nous allons maintenant vous présenter une documentaliste qui travaille sur notre sujet. Merci d'accueillir Sophie Robert. Sophie? Donc, Sophie, bonsoir Sophie. On va se partager ce microphone-là pendant ce... Voilà, merci. Bonjour Sophie. Je me mets peut-être au milieu, ça vous va Gilles? Oups, ça y est, je lui ai marché sur les pieds. Je voulais l'éviter. Alors Sophie, vous êtes l'auteur d'un projet de 4 films qui s'appelle Le chemin vers l'inclusion. Une série qui s'appelle Enfants autistes, au pluriel, bienvenue à l'école. Ben voilà, et dont il y en a un qui s'appelle Le chemin vers l'inclusion. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé à ce sujet et le pourquoi de votre projet? Alors, je réalise des films sur l'autisme depuis 7 ans et en partenariat avec une centaine d'associations en France, dans les DOM-TOM et dans les pays francophones. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'enseignants qui me disaient, voilà, les associations nous demandent d'accueillir leurs enfants à l'école. On sait que ces enfants-là, on ne les met plus en institution, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on a des problèmes de formation. J'ai discuté avec beaucoup d'enseignants qui pointent ce problème d'absence de formation ou pas sous une forme qui soit adéquate par rapport à leurs besoins, des formations trop intellectuelles qui faites par des gens qui ne sont pas eux-mêmes des enseignants, pas assez concrètes. Et donc j'ai formalisé cette série donc, de 4 volets, mélange d'un mission de plateau avec des enseignants inclusifs qui partagent leur expérience avec des professionnels du handicap et 3 aspects documentaires, parce que l'autisme c'est très vaste. Il y a un spectre de l'autisme très large. Donc avec des enfants autistes sévères, des enfants autistes typiques, des enfants Asperger, autistes de haut niveau, en situation de scolarité, en salle de classe, en relation avec leurs camarades et leurs enseignants, pour que les enseignants ressortent, les AESH aussi, et les cadres de l'éducation nationale, on ressorte avec des outils pratiques, ce qu'ils demandent, et qui soient vecteurs de l'action, de moteurs de l'action. Super, un véritable mot d'emploi. Donc. Et Gilles, vous avez regardé ce film, Le chemin vers l'inclusion, et vous avez donc choisi un premier extrait qui va nous donner un peu la température de ce film. Expliquez-nous le contexte de cet extrait. Donc, merci à Sophie Robert pour ces films, alors, qui a bien précisé qu'il s'agissait bien d'un film sur les chemins de l'inclusion, c'est-à-dire c'est une modalité particulière pour que les enfants trouvent une certaine facilité pour aller vers les écoles. Donc, et dans ce film, j'ai sélectionné 2 extraits qui correspondaient, alors elle m'excusera parce que c'est un petit peu brut. De montage. Vous m'excuserez parce que c'est un petit peu frustrant pour vous également de voir 2 extraits de 2 à 3 minutes chacune, mais il me semblait que c'était tout à fait significatif de 2 choses. La première, c'est la question de la coopération interprofessionnelle, c'est-à-dire entre les enseignants et puis tous les professionnels qui sont en charge ou qui s'occupent des enfants en situation de handicap, autistes en l'occurrence. C'est bien l'extrait que nous allons regarder. Pour le deuxième, vous allez pouvoir mettre le contexte après. Voilà, et donc le premier, c'est une UEMA, donc une unité d'enseignement maternel pour les enfants autistes, un dispositif qui est nouveau, qui a été créé en 2014, les premiers se sont créés en 2014, donc où il y a des groupes de 7 enfants en situation avec autisme, qui sont dans une même école, accompagnés par 6 professionnels de métiers différents. Donc, et on va voir quelques exemples, on va dire, de ces pratiques d'inclusion. Et puis le deuxième, nous le verrons après. Voilà. Le suspense, c'est total. D'abord, le petit film. Merci Gilles. Dans un premier temps, ça va être de faire l'évaluation des compétences des enfants, les compétences qu'ils ont déjà,
et puis vers quoi on va pouvoir les emmener au fur et à mesure de l'année et puis des années qui suivent. Suite à cette évaluation, on va discuter avec l'équipe, avec les éducatrices et avec l'enseignante pour définir le programme d'intervention. Donc ça va être un programme qui sera basé sur l'ABA, aussi bien au niveau du comportement, parce qu'il y a certains enfants qui vont présenter des troubles du comportement, donc on va être amené à agir dessus, qu'au niveau de la communication. Anne-Lise. Super, bravo. On a fait une tour. Et après il dit je veux manger des pâtes. Ouais. L'équipe a été formée en ABA pendant 2 semaines avec un organisme de formation. Donc on a suivi tout ce qui était principe ABA, principes comportementaux du coup. Et on a quelqu'un, une superviseuse qui a un titre de BCBA, qui vient nous superviser une fois par mois et qui peut être présente aussi sur demande si vraiment il y a des soucis de comportement. Les enfants vont en inclusion dans les classes ordinaires de l'école maternelle. Moi, je rencontre les enseignants avant pour qu'on puisse parler du niveau des enfants, de leur programme, etc. Et comme ça, on peut ajuster en fait les apprentissages, ce qui permet de généraliser les apprentissages qui sont appris à l'UEMA et de les généraliser en fait à l'école ordinaire. On rentre à l'UEMA, d'accord? Super. Bonjour. Camille, elle a une surprise pour toi. C'est une surprise, tu veux voir? C'est qui? Comment il s'appelle? C'est Jacques. Tu peux le colorier. À son arrivée, Gabriel ne parlait pas du tout et refusait catégoriquement d'aller en classe de... Voilà, on applaudit bien parce que ça me semble bien être une situation relativement idéale que nous venons de voir, au niveau aussi de densité du personnel. Donc Sophie, ce qui est important, c'est que ces films sont vraiment faits en direction des enseignants. C'est comme une sorte d'outil de formation supplémentaire. Il faut encore nous dévoiler où les enseignants et les personnes intéressées puissent voir ces films. Alors sur Internet, sur Eduscol aussi, mais enfin c'est un petit peu l'usine à gaz Eduscol, donc vous pouvez les accéder directement sur Internet. Enfants autistes, bienvenue à l'école.com. Voilà. Donc répétez ça encore une fois. Enfants, tout collé, enfants autistes au pluriel, bienvenue à l'école.com. Et c'est un accès libre. Et je précise aussi que y a pas de, les films sont libres de droit. C'est-à-dire que les établissements scolaires peuvent faire des réunions publiques, faire des formations à l'intérieur des établissements en réunion avec ces films. C'est gratuit, c'est fait pour qui les utilise. Libre de droit, ça veut dire tous les droits lui appartiennent et elle vous les donne. C'est bien ça. Merci beaucoup. Un applaudit très fort, Sophie Robert. Merci, Sophie. Et sur cela, je vous laisse donc présenter votre panel international. Bonne chance et on se voit à la fin de la table ronde. Merci, Gilles. Très bien, écoutez, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, je vais commencer par appeler Lars Koftrup. Alors, vous m'excuserez pour l'orthographe, qui est la prononciation plus exactement. Lars Koftrup, qui est professeur à l'Institut danois de l'éducation de l'Université d'Aarhus et qui est directeur du Centre national de la recherche pour les écoles. Voilà. Donc, il est... Bonjour Lars, asseyez-vous, choisissez votre siège. Where you want. You sit where you want. You will be first to speak, but you... Alors, et donc il a été également lecteur dans plusieurs pays et il a produit plus de 40 ouvrages différents. Alors ensuite, j'appelle Isabelle Cowan, qui nous vient du Nouveau-Brunswick au Canada, Alors, Isabelle Cowan est spécialiste en intervention en autisme dans les contextes éducatifs inclusifs. Elle est psychologue scolaire, analyste comportementale certifiée. Et puis, elle a joué un rôle très important dans le développement et la mise en place du cadre de formation provincial en autisme au Nouveau-Brunswick. Donc, il s'agit d'accompagner le personnel, question de formation, les éducateurs, les structures préscolaires, pour les stratégies comportementales dans un contexte d'intervention précoce à l'école, qui était le sujet qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, elle est directrice du partenariat et apprentissage en autisme, qui est une direction du Nouveau-Brunswick, la province.
Voilà, ensuite Diane Cabois. Diane Cabois. Diane Cabois est vice-présidente du CNCPH. Le CNCPH, c'est le Conseil national consultatif pour les personnes handicapées. Donc c'est une instance tout à fait importante en France, puisque c'est un organisme qui a pour mission d'examiner tous les textes qui ont trait à la question du handicap et de l'éducation inclusive en particulier. Donc, tous les textes réglementaires ou autres, elle propose des orientations et c'est un organisme tout à fait important. Donc, elle est vice-présidente du CNCPH et présidente de la commission éducation, mais elle est aussi parent, mais elle est aussi responsable associative et puis œuvre depuis longtemps sur la question de l'éducation inclusive. Enfin, Tone Engen, qui nous vient de Suède, qui est donc responsable de la recherche et développement pour l'Agence nationale des besoins éducatifs particuliers des écoles, qui a beaucoup travaillé sur la coopération et la coordination des responsabilités et des tâches dans le secteur de l'éducation, du travail social ou de la santé. Elle était professeure invitée dans de nombreuses universités en travaillant sur la question des équipes multiprofessionnelles, sur leur construction de savoir et leur capacité d'apprendre. Voilà, elle a un travail qu'elle suit depuis longtemps, dont le titre qui est All Inclusive is Exclusive, donc toute inclusion est exclusion. Est-ce possible en même temps? Une question qu'on va se poser tout au long de cette table ronde. Voilà, merci à vous. Avant de vous laisser la parole, j'ai pour mission de faire une petite présentation sur la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire celle des partenariats et la coopération entre les acteurs professionnels au titre pendant l'exemple de la France, bien évidemment, et en cherchant à faire ressortir quelques problématiques particulières. Donc, alors, j'ai un petit PowerPoint normalement pour appuyer mon propos. Alors, j'ai choisi un angle d'attaque qui a pour but de valoriser en définitive ce qui est nécessaire aux enfants. Quels sont les besoins des enfants? Donc j'ai choisi la notion de plan de compensation, qui est à la fois les besoins des enfants et puis la capacité à organiser individuellement pour un enfant donné tout un ensemble d'aides. Et c'est une notion importante dans la loi de 2005 en France, sur la loi sur le handicap, cette notion de plan de compensation. Ce n'est pas la seule, hein. Il y a aussi la question de l'accessibilité qui vient un petit peu en concurrence. Il faudra, enfin pas en concurrence, en complémentarité. Et il faudra, d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on aura à traiter aussi. Pour dire que la loi de 2005 prévoit le droit pour tout enfant d'être inscrit dans son école de proximité, du voisinage, quelle qu'elle soit, que c'est le point de départ de la loi, et qu'évidemment ça produit des changements au long cours. C'est une étape supplémentaire vers la question de l'inclusion. Si on peut citer quelques étapes rapidement, on a eu en 1975 une loi importante sur la question des handicapés, une loi en faveur des personnes handicapées en 1975. En 1990, on a eu toute une modification de texte pour multiplier les services de soins spécialisés à domicile et faire que les enfants ne soient pas dans les établissements spécialisés, mais dans les écoles ordinaires et qu'ils puissent être aidés selon leurs besoins. Et puis en 2005, on franchit une nouvelle étape avec cette question du droit à scolarisation immédiatement à proximité, avec aussi l'enjeu d'apporter toutes les aides qui sont nécessaires. On peut avancer sur le PowerPoint un tout petit peu. Donc c'est la première chose, donc étape supplémentaire. La deuxième chose, c'est que l'évaluation des besoins de l'enfant. Oui, c'est à moi d'appuyer sur le bouton, d'accord. C'est ça, excusez-moi, voilà, j'appuie sur le bouton, voilà, pouf, première chose. Deuxième chose, c'est que l'évaluation des besoins des enfants est faite individu par individu pour chacun d'entre eux, par des équipes techniques auprès d'une commission, une commission départementale, et puis que le choix qui est fait pour beaucoup, c'est une scolarisation en milieu ordinaire. 80% des décisions, pratiquement 80%, c'est de la scolarisation en milieu ordinaire. Donc il y a majoritairement une tendance à l'inclusion qui s'est accentuée. On peut aussi ajouter des mesures de compensation diverses qui peuvent être prononcées.
Pour ces enfants, outre leur scolarisation, ça peut être, alors, la scolarisation peut être en milieu, en classe, avec un dispositif spécifique ou sans dispositif spécifique, type Ulysse, tel que ça a été posé ce matin. Mais on peut aussi avoir une attribution d'aide humaine pour l'accompagnement des élèves, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. C'est important, cette mesure importante, ça a été évoqué par les deux ministres ce matin. Ça touche 54% des enfants en situation de handicap dans le premier degré, 30% dans le second degré environ, et c'est une aide par des personnes qui sont employées sur des contrats de plus en plus stables, mais pour lesquels il y a des enjeux en matière de professionnalisation qui sont importants, et il y a des enjeux aussi en termes on va dire de partage pour avoir des relations au sein de la classe qui soient suffisamment organisées. Les deuxième type de compensation qui peut être apporté, c'est des aides pratiques, à la fois sous forme de matériel pédagogique adapté. C'est 13% des élèves, alors ça dépend des types de handicap bien évidemment, mais type ordinateur, poste de travail adapté, documents d'agrandissement, on a tout un ensemble de solutions techniques qui sont financées là, par l'éducation nationale. Des transports spécifiques. On a quand même pratiquement 20% des enfants qui bénéficient d'un transport, un premier et second degré, hein, j'ai cumulé les statistiques là-dessus. Et puis surtout, le sujet qui nous occupe beaucoup là, les interventions de la part d'autres professionnels que les enseignants, avec des actions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales. Et ces enfants, ce sont 75% des enfants en situation de handicap à l'école qui reçoivent ce type d'aide, qu'elle soit faite sous forme de services spécialisés ou qu'elle soit faite par des professionnels en libéral. Donc évidemment, on a des systèmes qui sont assez organisés lorsqu'il s'agit de services, et puis des choses qui sont à organiser par les familles, très souvent, lorsque c'est en libéral. Et on voit bien que selon les handicaps, selon leur histoire aussi, on a des modalités de prise en charge qui ne sont pas exactement les mêmes, même si beaucoup d'enfants sont aidés. Au-delà de ce plan de compensation, donc, et cette question de la coopération va être là importante. Faire évoluer les pratiques, mais la perspective de l'inclusion, ça a été dit plusieurs fois, donc je ne m'appesantirai pas sur ce sujet. Il s'agit bien de faire évoluer toute la communauté éducative. On voit bien que l'inclusion, ce n'est pas simplement la question autour d'un enfant, mais c'est tous les autres enfants qui sont concernés, mais c'est l'organisation même d'une école ou d'un établissement qui est touchée, c'est la présence de nouveaux professionnels, c'est la communauté éducative dans son ensemble qui est impactée par ce mode de scolarisation, et pas, alors que c'était assez différent lorsque les classes étaient séparées. Et puis, la perspective de l'inclusion, ça demande aussi d'adapter l'ensemble des pratiques des professionnels, parce qu'on ne modifie pas les organisations sans modifier les mentalités et sans modifier les actes professionnels qui sont accomplis par chacun. Alors, les questions qui se posent pour nous, les enjeux pour nous, pour l'inclusion scolaire, pour favoriser la qualité du travail entre professionnels, pour moi, je vois trois grands enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est l'organisation de l'accompagnement qui est nécessaire. Donc, analyser des situations, définir des moyens à privilégier pour des objectifs d'inclusion et d'apprentissage. Ce n'est pas l'affaire de l'enseignant tout seul, c'est l'affaire de l'enseignant avec d'autres, et ça a un impact sur sa manière de faire la classe. Donc cette question de la qualité de l'éclairage, des échanges que l'on peut avoir, des analyses que chacun peut donner pour pouvoir construire une stratégie qui soit adaptée à un enfant donné, organiser son environnement et des actes d'apprentissage qui lui soient véritablement adaptés. Deuxième enjeu, c'est le dialogue des cultures professionnelles. Parce que chaque métier a ses propres définitions, il y a des identités professionnelles qui sont posées, et quelquefois qui sont posées les unes contre les autres. C'est très classique, hein, dans beaucoup d'établissements médico-sociaux en particulier, on a toujours un clivage assez facile en tout cas à instaurer entre la dimension éducative et la dimension pédagogique, par exemple. Et que ce qui ne met pas d'un côté se met dans l'autre. Donc on a cette question des identités professionnelles, de la façon dont chacun agit, qui va être importante. Et on a vu un petit exemple tout à l'heure sur la question des UEM, avec d'un côté des éducateurs qui interviennent dans le cadre de protocole ABA, et puis de l'autre côté des enseignants qui interviennent plutôt sur l'inclusion. Comment on fait dialoguer ces cultures avec des contextes de travail, avec des objectifs qui ne sont pas exactement les mêmes pour l'ensemble du groupe et pour leurs responsabilités en tant que telles. Donc là, cette question des cultures professionnelles à faire dialoguer est un véritable enjeu qu'on doit pouvoir travailler à la fois globalement, mais aussi à chaque fois qu'il y a un cas d'enfant à régler.
Et puis, la question de la diversité des troubles, qui souvent, chacun ont des réponses particulières. Donc, les mettre dans un collectif, des intervenants sont multiples, et lorsque un enseignant a plusieurs types de troubles dans sa classe, il a plusieurs types d'impératifs auxquels il faut essayer de répondre, avec quelquefois des réponses qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, un vrai travail de réflexion sur la diversité des besoins auxquels il faut répondre. Et puis, ce n'est que la question de l'inclusion pour le handicap, elle se pose aussi pour tous les autres élèves, bien évidemment. Voilà pour cette présentation rapide, pas suffisamment si j'en juge d'après les gestes qui me sont désespérément lancés depuis le parterre. Voilà. Mais alors, donc premier cycle de questionnement, nous avons eu le film de Sophie Robert et donc la présentation, et à partir de ce film, les deux questions que j'ai posées aux différents intervenants, c'était celle-ci. Quelles conditions réunir pour favoriser au niveau de l'école ou de l'établissement la complémentarité et l'efficacité des interventions en termes d'inclusion de chacun? Et puis la deuxième, est-ce qu'il y a des exemples de pratiques particulièrement réussies que vous souhaiteriez proposer et des recommandations que vous souhaiteriez proposer à partir de ces exemples-là? Voilà, donc peut-être Lars Kofstrup, peut-être pour commencer, je vous cède la parole, qui a donc une vision assez large, qui va nous proposer une vision assez large sur le fonctionnement au Danemark. All right, thank you for inviting me to this fantastic event. I really like, to get information and ideas from everywhere in Europe and in North America. I've got 2 slides for the first part of my presentation. The first one is actually providing you with a very helicopter view of special education development in Denmark. So if you would just, this one. Actually, what we have seen is, first of all, that the history of inclusion in many European countries, and particularly in Denmark, is actually the history of the modern Danish welfare state, where we have a challenge that we want to combine special services for all who need special services, and on the other hand, not to exclude anybody. And we exclude people by sending them to special service institutions. So if you look at this slide, you can see that back in the 1930s, actually, we had a very fantastic national social reform saying that social services should be provided based on the needs of the citizens. And as a result, since the 1930s, we have built new institutions, new specialized institutions. We have educated school psychologists, ADHD specialists, autism specialists, etc. So we have developed a huge system of specialized institutions and specialized actors. And we were very proud of doing that, because that was actually part of our welfare state challenge. Then we realized, as you can see, that the result of this was external segregation. We were stigmatizing all the children that we sent out to these special institutions. We were very influenced by the Salamanca Declaration from 1994, and also the so-called Luxembourg Charter from 1996. And therefore, we realized that instead of providing specialized services in specialized institutions, we should integration became the ideal. So we integrated students, pupils in the normal schools, in the general schools, but still we could see a growth of so-called extensive special education services, growing with 50% from 1997 to 2007. Therefore, the next part of criticism started, the criticism of internal segregation, that even though students and pupils can be integrated physically, they are not perhaps integrated psychologically. And even there came a new sort of a new concept called inclusion students.
And inclusion students were those students who were, yeah, you're actually a little too quick, but or I'm too slow, but the inclusion students were those students who were integrated physically, but actually everybody, the comrades, the students, the teachers, the parents, they knew you are an exclusion student, and you are taking our services, you are taking our facilities, etc. Therefore, we had a law in May 2012 saying that all students who need support in less than 9 teaching hours per week must be included in the ordinary education system. And this changed the situation, and now you come to the, well, we had other initiatives, further education of teachers, because teachers are the sort of the central actor in this situation. We established resource centers in all 89 municipalities in Denmark, inclusion resource centers, and we established a specialized national unit called the Inclusive Education Unit. But still, how can we support that specialists work together, they coordinate their activities, but still also they shouldn't do the same, of course. They should be different. And one of the tools is what we show here, the inclusion matrix, that we say that all specialists, teachers, etc., can relate to and refer to an inclusion matrix, where you can see 3 different columns. We have the need for physical inclusion. You must be able to come to the school. You must also have social inclusion. You must be an active participant in the environment. But finally, and not least, psychological inclusion or experienced inclusion, that all students, if you ask themselves, they must experience to be recognized and part of the community. And this has worked as a very important tool, because there you can coordinate the activities. The specialist can discuss, is this student physically, socially, and psychologically included in all arenas in relation to the school, in the professionally organized learning community, in the school and the classroom, also in other arenas related to the school community, like leisure clubs, inviting other students home, or birthday parties for schoolmates, etc. We have arenas related to the interpersonal relations among children, because we can see that many hard exclusion processes are actually taking place in the interaction between 2 or 3 comrades or students in the classroom. And finally, arenas related to interpersonal relations among the individual child and 1 or more adults, teachers, for example. And the important message is that this scheme is used in order to coordinate activities, but still not, still you are able as a specialist to perform acting to your own best knowledge. So this is one sort of recommendation. One can use an inclusion matrix for referring to well-managed inclusion of the children. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Hofstrup, pour cette vision très large et puis à la fois et très pratique également, qui nous permet de voir comment on peut chercher à répondre à cette question de l'inclusion. Isabelle Cowan, à vous maintenant de nous parler peut-être de l'inclusion et des dispositifs qui sont en place dans votre province. D'accord. Bonjour. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci de l'invitation et de pouvoir échanger avec vous. Donc, en réponse à votre question, ou un peu pour vous donner le contexte par rapport au Nouveau-Brunswick, au Canada, chaque province a la responsabilité de l'éducation. Donc, le Nouveau-Brunswick se distingue par le fait que nous sommes une province qui est officiellement bilingue, puis nous avons une politique d'inclusion scolaire depuis 40 ans. Donc, je vais vous partager 2 conditions générales qui permettent d'assurer la complémentarité et l'efficacité des interventions dans un contexte d'éducation inclusive. Pour commencer, je cite un chercheur en inclusion scolaire qui fait valoir l'importance de la collaboration entre les professionnels.
L'inclusion scolaire présuppose qu'aucun enseignant ne peut avoir ou être tenu d'avoir toute l'expertise requise pour répondre aux besoins individuels de tous les élèves de la classe. Donc, bien qu'un professionnel puisse détenir son propre point de vue personnel selon son champ d'expérience et son domaine d'expertise, il est nécessaire d'avoir une structure qui garantit qu'une collaboration entre les professionnels se produise pour le bien de l'élève dans un cadre d'éducation inclusive et que les interventions qui sont préconisées soient fondées sur des données probantes. Le deuxième élément que je vais discuter, c'est aussi le rôle de la formation initiale et continue pour l'éducation inclusive et la collaboration. Je vais vous les partager dans le contexte néo-brunswickois. Donc, au Nouveau-Brunswick, notre politique d'inclusion scolaire est à la base de notre structure et assure et même exige la collaboration entre les professionnels. Donc, les professionnels travaillent ensemble pour créer un plan d'intervention individualisé selon les forces et les besoins de l'enfant. Et comme j'ai mentionné, les interventions qui sont choisies doivent être fondées sur la science. De plus, on implique tous les acteurs sur le terrain, les autres professionnels, la famille. Le plan doit refléter les valeurs de la famille, leur vision pour leur enfant, puis dans la mesure du possible, l'élève lui-même ou elle-même. Donc, la collaboration est essentielle et même exigée et fait partie de notre culture. Donc, une structure aussi qui permet cette collaboration entre les professionnels et l'équipe stratégique qui existe dans chaque école. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'une enseignante ressource ou une enseignante spécialisée, aussi la direction d'école, un conseiller en orientation, puis d'autres professionnels comme les psychologues, travailleurs sociaux, orthophonistes qui œuvrent dans le milieu scolaire. Puis, les rencontres stratégiques qui se passent soit une fois par semaine ou à tous les 2 semaines est un moment pour que les professionnels puissent échanger entre eux par rapport à un défi qu'on voit pour l'école dans son ensemble, un groupe d'élèves en particulier ou un enfant qui est en situation qui a des besoins spécifiques. Les 2 personnes qui ont... OK. OK. Pardon? Ah, oui, donc je vais juste parler du rôle de l'enseignant, de la direction d'école et de l'enseignant ressources qui sont vraiment clés pour que cette collaboration-là soit possible. Le directeur d'école doit jouer le rôle en tant que leader pédagogique pour que la collaboration soit possible et valorisée à l'école. Mon dernier point que je vais vous faire par rapport à la formation, c'est que cette culture de collaboration doit être instaurée lors même des cours préparatoires. Donc, il est essentiel que nos futurs professionnels puissent adopter une posture d'apprenant envers les autres types de professionnels pour qu'une fois sur le terrain, ils puissent travailler ensemble. Donc, comme exemple, je vous partage une vidéo qui a été créée par Ami Télé, qui montre le travail d'une équipe pour l'inclusion scolaire d'une jeune fille autiste et aveugle dans une école au Nouveau-Brunswick. La projection, s'il vous plaît, la régie. Peux-tu peinturer une tasse? Bonjour, mon nom c'est Marie-Louisa Légère. Je suis assistante en éducation. Je suis présentement à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis on est ici pour parler de Chloé. Chloé est une petite fille de 9 ans qui est autiste aveugle. Moi, mon emploi avec Chloé, vraiment, c'est de l'accompagner à chaque jour pour qu'elle soit le plus autonome possible à l'école. Puis aussi, je fais des activités hors de l'école qui est du bénévole avec Chloé. On est à l'école Champlain présentement. On est dans la classe à Chloé Carrasquillo, en 2e année. Puis son pupitre est juste ici. Je vais vous présenter des adaptations qu'on a faites pour Chloé. Puis en premier, on avait fait un horaire pour la journée, tactile. Et le symbole qu'on a utilisé pour la musique, c'était une petite cloche pour indiquer que ça va faire de la musique. Fait qu'elle sait que quand il y a la petite cloche, c'est le cours de musique. Ensuite, le départ, on avait mis une petite roue. Puis tu pourras la glisser à l'intérieur de la pochette de ton agenda, OK?
Un des plus gros défis, c'est l'interaction avec les élèves en classe. À tous les matins, on arrive, beaucoup d'amis viennent lui dire allô, puis en classe, elle rentre en classe, puis elle a son pupitre avec toutes les autres. À chaque matin, Chloé pige un petit bâtonnet avec un numéro dessus, puis le numéro, il signifie un élève, puis c'est cet élève-là qui va être responsable de la diriger chaque jour dans ses déplacements, puis c'est comme ça qu'elle crée des liens. Souvent, ils vont parler pendant aller à la cafétéria. Je m'appelle Malek. C'est moi, je suis choisie, Malek. J'aime faire des activités avec elle parce que j'aime beaucoup faire des activités, l'amener, guider. J'aime marcher. Tu vas faire ton balayage, Chloé? Mon nom est José Martin. Je suis spécialiste en orientation et mobilité puis compétences de vie autonome pour les élèves avec une perte de vision. Je travaille avec Chloé au niveau de ses déplacements. L'équipe avec qui je travaille, on est 6. Dans la classe, Chloé est intégrée avec les autres élèves, mais à quelques occasions, elle est sortie en dehors de la classe pour faire des activités qui sont spécifiques aux besoins de Chloé. Tu peux laisser ta canne ici puis retourner en salle de classe. Pour garder Chloé motivée à travailler tous les jours, on utilise des renforçateurs. Aujourd'hui, c'était Malek. Puis Malek, après qu'elle a fini de travailler, il a pu aller la tourner sur la chaise roulante. Il l'a fait tourner, elle adore ça, elle rit, elle aime les sensations. Puis pour une autre sorte de récompense aussi que Chloé adore, puis c'est la trampoline. J'aime que Chloé puisse faire un cheminement d'elle-même, qu'elle peut accomplir des choses autonomes, puis voir le sourire quand elle le fait. C'est certaines choses-là, puis pour moi, ça, c'est le plus important de pourquoi je le fais. Merci. Merci Isabelle pour cette vidéo et puis pour ces propos qui montrent que c'est très structuré dans vos écoles, les échanges entre professionnels, effectivement. Niane Kaboua, vous avez la parole. Merci. Alors déjà, bien entendu, je commence par vous remercier puisque vous l'avez compris, je ne suis pas une professionnelle et je représente des familles et je vous remercie d'avoir donné la place aux familles dans ce colloque. La première chose donc, que je voulais dire, c'est quand vous m'avez posé la question, on parlait de coopération interprofessionnelle. Moi, la première chose, c'est coopération entre les différents acteurs et bien entendu, dans les acteurs, il y a les familles. Les familles sont extrêmement importantes, les familles et le jeune, puisque quand le jeune est en capacité de le faire, c'est bien son projet qui doit être au cœur de nos préoccupations pour qu'il ait un parcours de scolarisation fluide, mais c'est son projet avec ses aspirations, ses compétences et ses difficultés. Donc c'est tout ça qui est à prendre en compte et la place de la famille est primordiale et je pense qu'on aura réussi le challenge de l'école inclusive quand nous aurons des enfants dans l'école mais dans les établissements avec des niveaux socio-professionnels des familles équivalents dans les différents systèmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, être à l'école, c'est un vrai parcours du combattant pour les familles parce que souvent ce sont elles qui doivent coordonner tous les intervenants, tout en n'ayant pas ce statut finalement de professionnel et d'expert, avec cette difficulté à tout moment à être entendu. Et très honnêtement, très souvent, on a envie de baisser les bras. Et pourtant, on continue parce qu'on sait que c'est l'enfant qui est au cœur. Alors, j'avais un petit peu prévu de vous parler des différents acteurs. Alors, vous l'avez... Comme je viens après d'autres interventions, vous avez un petit peu eu le topo, mais je voudrais rappeler quand même que pour un parent qui n'est pas un professionnel de l'éducation au départ, qui découvre son métier de parent sur le tas, c'est extrêmement complexe. Ce sont effectivement très très nombreux interlocuteurs à l'éducation nationale. Ce sont d'ailleurs pas que à l'éducation nationale, j'en profite pour le dire qu'on a aussi des enfants scolarisés dans des écoles qui dépendent d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, par exemple. Ce sont des modes de scolarisation très divers et variés. Ce sont des modes d'accompagnement très variés. Ce sont des moments aussi dans le parcours du jeune, parce qu'il est enfant, c'est pas la même chose. Après, on a l'adolescence qui vient s'ajouter aussi par-dessus. Donc, selon l'âge de l'enfant, selon les troubles des enfants, selon le moment où on se situe dans le parcours, justement, de la compréhension du handicap, puisqu'on intervient à la fois sur des enfants
pas encore diagnostiqués et en cours de diagnostic, et des enfants dont le diagnostic est posé très tôt, voire dès la naissance. Donc on voit qu'on a un paysage extrêmement complexe et qu'à chaque fois, il faut trouver des réponses et la famille apprend sur le terrain. On a à la fois l'éducation nationale de très nombreux interlocuteurs, on va l'avoir aussi dans le médico-social, et parce qu'on est parent, notre enfant, ça n'est pas qu'un élève, c'est aussi un enfant, et on ne réussira pas sa scolarisation si on ne réussit pas aussi sa vie d'enfant. Donc c'est aussi d'autres partenaires, les collectivités, les centres de loisirs, les clubs sportifs, le conservatoire, ce type de lieu, le transport, vous en avez parlé, et le parent doit mettre tout ça en musique. Donc c'est quelquefois quelque chose qui n'est pas forcément perçu aussi par les différents interlocuteurs. Il faut absolument qu'à chaque fois, le parent puisse s'exprimer dans tout ce qui concerne la scolarité de son enfant. Alors les coordinations, on en a un petit peu partout. Éducation nationale, on a les cadres, on en a partout, on a des coordinateurs du LIS, on a les enseignants référents, enfin, on en a partout. Dans le soin, c'est pareil, et on voit toutes ces coordinations, et ces coordinations qui se juxtaposent, et finalement, il revient régulièrement aux parents d'orchestrer tout ça. Alors, je voudrais tout de suite passer à des exemples qui me paraissent importants. Je pense que s'il y a coopération, il faut que cette coopération ait lieu un petit peu à tous les niveaux. Ce sont les politiques publiques. Actuellement, par exemple, nous avons un groupe de travail sur les aménagements d'examen. On se penche sur la question et on participe à la construction de cette réflexion. Mais j'aimerais bien rappeler que, comme nos enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants, ce sont toutes les politiques qui ont une influence sur les enfants. Et j'en profite pour le citer. On a une réforme du baccalauréat, on va avoir une réforme du lycée professionnel, ce genre de choses. Et il ne faut pas qu'on intervienne à la dernière minute où on n'arrive pas à faire prendre en compte ces enfants. Et donc, si on veut avoir des réformes qui soient inclusives dès le départ, il faut qu'on soit associé à ces travaux. Donc, c'est au niveau national. On l'a dit, ça peut être au niveau d'un territoire. Madame Cluzel parlait de la coopération Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement avec une déclinaison en fiche action sur un territoire donné pour travailler tous ensemble. Mais j'aimerais finir par un exemple concret d'une action sur le terrain. Ça, c'est un dispositif qui s'appelle Prévention des troubles des apprentissages, Paris Santé Réussite. C'est un centre expert de proximité, de professionnels, qui travaillent en coopération, en partenariat avec l'éducation nationale. Et vous le verrez, c'est un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de détecter les enfants qui ont des troubles de la lecture et du calcul en CP et en CE1 et de mettre en place un accompagnement. Et donc on le voit bien, ces difficultés, là on est au cœur de l'école inclusive, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des situations de handicap, mais on est bien sur des besoins éducatifs et on agit. Et ce centre expert vient en appui des enseignants pour, le cas échéant, faire des bilans, diagnostics, coordination des soins autour de ces enfants qui, malgré un accompagnement qu'on a mis en place, résistent à cet accompagnement et restent en difficulté de lecture. Donc j'ai pris cet exemple parce que, au-delà des troubles 10 que je représente, c'est pour moi un exemple typique de l'école inclusive. On a un enfant, il a des besoins, il a un besoin en calcul, il a un besoin en lecture. Est-ce que c'est un handicap? Pas un handicap. On agit. On agit, et c'est vrai qu'en tant que famille, on a toujours ce besoin de ne pas attendre. Le temps de l'enfant, le temps de la famille n'est pas le même que celui des politiques publiques, et on veut agir au plus tôt pour ne pas laisser s'installer au-delà du handicap qui peut être avéré, des surhandicaps, parce qu'on n'aura pas agi tôt. Et d'ailleurs, on a une campagne qui vient d'être lancée, qui s'appelle Agir tôt. On a les plateformes, le dépistage précoce sur les troubles du neurodéveloppement. On prend bien conscience que sur le handicap, il faut agir le plus tôt possible. Bien, merci Madame Cabois de nous rappeler des choses importantes. Nous rappeler d'abord qu'avec l'enfant qu'on a vu rebondir d'un côté à l'autre comme une boule de billard ce matin dans le diaporama de Martine Caraglio, il y a aussi ses parents. Nous dire qu'il y a des cadres qui sont aussi impliqués et qui ont une responsabilité dans la progression de l'idée d'inclusion. Et puis nous dire également qu'il n'y a pas que le handicap et qu'il y a tous ceux qui ont des besoins en matière d'apprentissage auxquels il faut pouvoir penser. Merci.
Tone Engen, donc maintenant pour vous sur les grands challenges du partenariat par rapport à ces professionnels en particulier. Yes, thank you for having me. A few of you may remember Elvis Presley. Anyone? Great. And he had a song, if you're looking for trouble, you come to the right place. So perhaps I'm looking for trouble. I'm not sure I'm in the right place. But you have seen some statistics from Sweden, and it seems like we have no inclusion at all. I would like to say that we have 99% inclusion. That depends on the statistics in Europe are not so good for Swedish, because for the Swedish part, we don't have any good statistics. But 99% of our pupils are in regular school or ordinary school. However, that doesn't mean that we are the best in the world on inclusion. I have to say we struggle with the same problems as the rest of Europe. But we have a problem, and that is we have spent a lot of time with different words, being politically correct, what to call this issue. So we have put the word inclusion on a system level, and the work from lower levels is how not to exclude. Everyone is included. And the work for the education system and everyone is to see to that no pupil, no person is excluded. And in 1999, there was this decision that now we are leaving almost the disabled term and say you go from being a patient or a person with disability to being a citizen. That was a quite heavy statement. And from there on, we have worked our way almost away from the word inclusion. So if you're looking for inclusion, Sweden is not the right place to go, because you won't find it, the word, in any official documents, actually. It's not in the quite new education law. The word inclusion is not there. Although there are several criteria and regulation in that law that are the same as if you are working with inclusion. But it's also we have put a lot of effort, all stakeholders in the education system are discussing what to call them. And should we call them disabled people or people with disability or student with disability? Are they in have special needs, or are they in need of special support? So Sweden is a debating country, I believe. So we have agreed on certain terms. So when we compare, it could be hard, actually. At the national level, when we stakeholders want to cooperate, there are different motivations. And one, if you look at cooperation in general, you can see that motivation and need is number one. Is there the same need for every stakeholders to just cooperate? How is the legislation for each one of them? All the stakeholders in Sweden have different legislation, not those who are in the school system, but outside the school system. And the new data protection law, which came, also puts out some hinders in the way for cooperation. And one thing that concerns us, because of all this talking about what to call people with disability, has led to that visibility for disability is like none. The word disability is not common anymore in the school education debates, in the protocols, and so you have to look very hard to find them. And the new word is socioeconomic segregation. So we have to be aware of that, because one thing is inclusion, and you can lean back and say, wow, we're so good in Sweden. But actually, I'm worried, are we going the other way? Is it, there's been a lot of talking about, it's stigmatizing, I think that's the term, if we call them. At the same time, we have a number of increasing diagnoses in the field of neurodevelopment and in mental health diseases. So it's a paradox, actually. So this makes it very hard to cooperate on national level on
things that are not mentioned in the document, how could I get the motivation if it's not regulated by law or anything? So this is a warning, I think. We have a 99% degree, if you compare, of inclusion, but are we going the wrong way? When you look at the conditions beside legislation is the time. We have an enormous shortage of teachers in Sweden at the moment, and special need teachers and special pedagogues and so on, and it will be for a number of years ahead, so that's a problem. However, we got something called, now it's compulsory, the pupils' health care in every school with multi-professional teams, and they are responsible also for learning, not only for the health, but for learning. That means that my agency and other agencies supporting have to go through those. We can't just jump into school, pick out the children. We have to support the teachers and the healthcare. So, but can be hindered by this new legislation, though. When it comes to success, I want to actually, there are a lot of success stories, but I want to mention two. And one is called, I don't know the correct term, but we call it unbroken education. Several years ago, we saw that young people who had been into crimes, but they were under 18, or they have been taken care of for other reasons, were sent to institutions which had schools. Those schools started again. They didn't check what they had been done earlier. So they took away all the hinders in the legislation and got to talk to the social care system and the school system they came from, deliver the necessary data to the new institution. So you can see the success of unbroken education, which also is a criteria on inclusion, I think. So if you want to read more about it, please contact us. It is a very special and successful story because the state and the government took this and made it to a broader model, not only those people who were taken care of because of criminality or something, but a much broader model. So it's very successful and enormous at state level, at the municipal level, cooperation. And also, at the moment, what's very important just now, with the new part, I think you talked about it also, the new partnership is the one between the teacher and the pupil, being a teaching partnership. It's not that they teach together, they teach each other, so both are learners. So that's the new success stories coming up in the education system at the moment. I tried to put down something about the Swedish system in the documentation from this meeting, so you can read more about Sweden there. Merci, Tone Nguyen, pour ces qui montrent que le chemin de l'inclusion est parsemé d'embûches et que nous ne sommes pas au bout, ni les uns ni les autres. Alors, sur le deuxième cycle de questionnement, sur les changements dans les repères professionnels des acteurs professionnels, évidemment, en guise d'introduction, un deuxième extrait du film de Sophie Robert sur les pratiques d'évaluation. J'ai choisi un extrait d'une discussion entre enseignants, en définitive, sur ce qu'est évaluer un élève au collège, aujourd'hui en particulier. L'élève qu'ils vont inclure, il ne faut pas avoir les mêmes exigences pour lui que pour les autres, et c'est pas grave. Les idées commencent à entrer dans le collège, mais c'est qu'on ne va pas demander la même chose à chacun. Voilà. Alors moi, j'étais un petit peu le professeur un peu bisounours du collège. On s'est un peu beaucoup moqué de moi pendant des années quand tu n'étais pas là, parce que je ne demandais pas la même chose à tous mes élèves. Voilà. Et donc, on pouvait être en situation de réussite, même si on n'avait pas atteint, enfin si on était en 6e, mais qu'on n'avait pas atteint un niveau 6e, parce qu'on avait des objectifs qui étaient personnalisés. On avait réussi, pourquoi on n'aurait pas une bonne note? Enfin voilà, c'est ça. On peut être en réussite, même si ce n'est pas avec le même rythme que les autres. Et puis, quand on a pu inclure des élèves autistes, ça s'est fait naturellement, parce que moi, je voulais vraiment qu'ils soient en situation de réussite. Et on travaille vraiment là-dessus, c'est-à-dire que même, bon, moi, on travaille beaucoup aussi en amont et en aval. Anne-Cécile connaît mes cours, elle connaît les évaluations, on les adapte. Et on travaille pour que l'élève, quand il arrive en mon cours, il soit vraiment en situation de réussite. Voilà.
À son niveau, hein, bien sûr, mais comme moi, tous mes élèves sont à des niveaux différents. Il n'y a pas un niveau normé, voilà. On peut aussi avancer avec son rythme. Et il avance avec son rythme comme les autres avancent avec leur rythme. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Et par exemple, je sais que je pratique des ceintures d'orthographe où on n'a pas une bonne note ou une mauvaise note. Juste comme au judo, on avance. C'est ça. Voilà, on avance dans des ceintures. Hein. Jaune, rouge, vert, voilà, jusqu'à noir. Voilà. Et donc c'est affiché au tableau. Donc on sait qu'il y a des ceintures. On sait très bien qu'il y en a qui vont arriver plus haut que d'autres. Mais comme au judo, on est fier de sa ceinture. J'ai réussi la ceinture verte. Ça ne correspond pas à une note. C'est pas « Ah mais non, t'es mauvais. T'es mauvais parce qu'en 6e, il aura fallu faire ci ou ça. » Non, toi, tu as réussi aujourd'hui la ceinture verte. La prochaine fois, tu vas réussir l'autre ceinture. Et en plus, Samy les prépare avec toi. Donc il arrive en classe et il arrive après à valider le test. Donc il est fier, il est en situation de réussite. Alors qu'il y en a d'autres même qui sont en remédiation. Parce que ceux qui n'y arrivent pas, avec moi, je la prends en remédiation parce que je veux que tout le monde arrive à passer les ceintures. Et lui-même, il arrivait du coup à passer les ceintures plus vite que d'autres. Parce qu'il avait bien préparé les choses avec le dispositif Ulysse. Enfin, moi, je veux vraiment que les élèves soient tous en situation de réussite, de se dire j'ai un objectif, je l'ai atteint, je suis fière de moi. Voilà. Mais tu es dans la pédagogie différenciée. Et ce qui se pratique très facilement en primaire, c'est très compliqué au secondaire. Et de faire comprendre, ils ne sont pas formés, les professeurs, à ça. Pas du tout. C'est du frontal encore, même si on évolue. Et pour beaucoup, c'est compliqué. Ils ont l'impression que... Alors, il y a une réalité, une classe de 30 élèves, forcément, on ne peut pas faire de la pédagogie différenciée tout le temps. Oui, mais les classes sont aussi très hétérogènes. Mais les classes d'enfants bien sûr, neurotypiques sont très hétérogènes. Mais la grande réussite, moi j'ai une professeure de SVT qui arrive cette année, donc qui est toute nouvelle, qui me dit « Ah, mais ton évaluation adaptée, je l'ai utilisée avec mes élèves en difficulté. » Je me dis « Mais tu as tout compris. » Et ça commence à faire... Et ça, c'est génial. Voilà, donc une discussion entre enseignants qui montre que l'inclusion fait bouger les repères professionnels et que ce n'est pas simplement un enseignant tout seul, mais c'est aussi toute une communauté scolaire qu'il faut faire évoluer pour faire pratiquer autrement les choses. Alors sur le deuxième cycle de questions, l'inclusion suppose l'intervention de professionnels dont les métiers sont définis. Est-ce qu'elle suppose que ces compétences professionnelles, des compétences professionnelles spécifiques pour favoriser l'inclusion? Est-ce qu'elle suppose des formes d'intervention particulières de la part des enseignants comme de la part d'autres professionnels, qu'il s'agisse qu'ils soient spécialisés ou même de l'encadrement d'ailleurs? Si oui, lesquels? Je vous demanderai de répondre aux questions plus brièvement que tout à l'heure, parce que l'heure a tourné. Merci. Lars, c'est à vous. I promise to be quicker than in the first round. I have just one point, which is very important, I think, and if you should remember, as it was said this morning, 10% of what has been said, these are my 10%, because we have talked about teachers and the competences of the teachers, the cooperation of the teachers. We have talked about specialists. We have talked about special institutions, integrated institutions, cooperation of institutions, but we have almost not talked about the students or the pupils. And I think if there is one important actor making inclusion successful, it's the students. So we have to develop the competences, the inclusion competences of the students. Very often we talk about teachers being inclusion heroes. They do a marvelous job, and they actually do so. But sometimes they do so in the expense that students become they have the right to be included, but they don't have requirements of including others. And therefore, in one Danish municipality 4 years ago, in the municipality of Greve near Copenhagen, we developed a program called Inclusion at Children's Level. And I was the research leader of this program. And here the idea was, and it is, that students from the first class and up should be the most important inclusion agents in the classroom, at the school level. So we developed students' inclusion competences. We created inclusion student panels in the municipality and at each school.
where students developed inclusion programs for the individual school, for the whole municipality. The students, together with professionals, created small videos with good ideas for including each other. You know, how should you invite a handicapped friend into your private home? How should you do that in a respectful way? And even these pupils, small and big pupils together, developed what they called an inclusion ethical program for the whole municipality. So this is my important message for this round, that we should not forget about the students. They are the most important actors in this game. And we then, you don't have to read all the details in this scheme, but we developed based on this what we could call a inclusion competent curriculum for students, that they should have knowledge about inclusion and exclusion mechanisms at all levels, the society level, the organizational level. You know, how do you invite others into an organization? How do you say that you are not the right person in this role? At the interaction level, you know, the inclusion and exclusion mechanisms in the small friendship groups, and also at the interpersonal level, how do you actually become friends with another person, then excluding others, of course. So knowledge about that, skills of how to manage that, and also general education, what we call Bildung in German, that one should know about the insight into the relationship at all these levels. So my conclusion for this, the whole session is, first of all, that of course active participation and recognition of all students is the ideal of inclusion. We should reach that. Secondly, that I think we should have a common set of standards for successful inclusion. And thirdly, and not least, that it's necessary to educate students, to integrate students to themselves becoming inclusion actors. So that's my suggestion. Thank you. Merci de nous avoir fait parcourir tous les niveaux de la société et de montrer leur niveau de solidarité pour parvenir à cet élève, étudiant compétent dans l'inclusion. Isabelle, 3 minutes. Oui. Donc, la question était par rapport aux compétences professionnelles des divers professionnels qui travaillent dans le contexte scolaire. Donc, en plus des compétences liées à chaque profession, je crois qu'il est important que les professionnels développent des compétences par rapport à l'accompagnement du personnel dans le milieu scolaire. Donc, parfois, les recommandations qui peuvent être faites avec les meilleures intentions peuvent être trop cliniques et ne pas refléter les réalités de la salle de classe, ou bien les ressources humaines qui sont disponibles. Donc, apprendre à adapter les recommandations pour le milieu scolaire est important. L'autre élément est que, bien qu'il serait désirable d'offrir une intervention 1 à 1, il n'est pas possible d'offrir cette intensité-là à tous les élèves ni à tous les jours. Donc, développer les compétences au niveau du coaching, d'aller faire des observations, offrir des rétroactions aux gens, c'est nécessaire. Je pense à la dame qui était dans la vidéo puis qu'elle disait que des fois, les interventions demeurent où les idées restent frontales. Donc, en apprenant à vraiment accompagner les individus qui travaillent avec les enfants sur le terrain, je pense qu'on peut avoir un plus grand impact comme professionnel. Le dernier point que je vais faire, c'est par rapport à la pyramide d'intervention. Donc, comme professionnel, souvent on apprend à intervenir avec les enfants à l'échelle individuelle, mais aussi on peut avoir un plus grand impact si on met des mesures de prévention en place. On travaille en petits groupes avec des élèves qui ont des défis en commun. On peut maximiser l'impact des professionnels. Merci. Merci pour d'avoir synthétiser votre pensée. Madame Cabois, voilà, pour nous dire en définitive, les référentiels professionnels évoluent en définitive, et comment est-ce que vous le percevez?
du point de vue des familles. Les référentiels, effectivement, ils évoluent, puisque le métier d'enseignant, le métier des professionnels du médico-social évolue parce qu'on transforme l'offre, on transforme le public, et donc on le voit bien, de façon intrinsèque, le métier d'enseignant évolue. On doit, quand on est enseignant, travailler encore plus avec les autres enseignants quand on n'est pas dans l'élémentaire. On doit travailler ensemble parce que si on est sur un projet, il faut communiquer. On a vu trop souvent des réunions où deux enseignants discutaient d'un enfant lors de la réunion mais n'en avaient jamais discuté avant. Donc on doit vraiment avoir ce travail. Quand on a un AVS ou un ESH dans la classe, l'enseignant n'a pas été préparé. Aujourd'hui, avoir un adulte dans sa classe, un adulte avec lequel il doit échanger, puisque c'est lui qui a la responsabilité pédagogique de l'enfant. Il ne faut pas penser que quand il y a une aide humaine, ça n'est plus de la responsabilité de l'enseignant. Au contraire, tout son rôle est important. Donc, il doit apprendre à travailler avec cet adulte. Vous l'avez dit, et je pense que c'est très important, l'enseignant a gérer son groupe classe avec ce public et que effectivement l'enfant ne soit pas juste là pendant le temps de classe, mais soit un enfant à part, mais fasse bien partie du collectif. Donc le métier est transformé. Le médico-social, c'est la même chose. Vous travaillez dans un établissement, c'est pas la même chose que si demain vous êtes en service d'accompagnement dans une école. Donc les métiers changent forcément. Et puis dans ces métiers apparaît aussi la coopération, donc travailler avec les autres. Ça veut dire avoir déjà commencé par un vocabulaire commun, pouvoir parler des enfants, se connaître les uns les autres. Je parlais de la convention Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a ça dans toute la France. On a dernièrement en place des formations conjointes où sont réunis ensemble des professionnels de l'éducation nationale, des MDPH, du médico-social, justement pour apprendre à se connaître, pour avoir des outils de référence communs, et ceci se décline à la fois au niveau des cadres, mais aussi des personnels de terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. Sur la formation, on a la formation d'enseignants spécialisés, le KPI, qui a un élément très important, un tronc commun, quel que soit finalement le métier qu'on va exercer par la suite, des modules de spécialisation en fonction des différents handicaps, et puis aussi selon le lieu où on va finalement exercer. Et puis derrière, encore l'accès à des modules de spécialisation qu'on peut avoir parce qu'effectivement, c'est cette formation initiale, mais c'est la formation continue. Et ce qu'on a pour les enseignants spécialisés, il faut absolument qu'on l'ait demain pour les enseignants en SP, enfin qui changent de nom. Mais voilà, il faut absolument que les enseignants ordinaires aient une connaissance à la fois du droit, de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, ça serait bien, mais que ces enseignants aient un bagage minimum pour aborder le groupe classe, quitte après à continuer à se spécialiser avec des formations tout au long de la vie, en continu, en présentiel ou en module magistère ou plateforme, etc. Mais il faut absolument que dès le départ, ils aient une formation, puisque tout enseignant devra, dans sa classe, avoir plusieurs enfants en situation de handicap, avec des troubles différents, avec des modalités différentes, et il va falloir qu'ils s'adaptent. Donc il faut l'aider dès le départ. Merci beaucoup pour ce... Merci à vous. On peut souligner qu'il y a un document qui vient de paraître aujourd'hui de l'ADEP qui montre bien que la bonne volonté des enseignants, leur volonté de faire par rapport aux enfants en situation de handicap, mais aussi leurs difficultés, notamment par rapport à cette question de formation que vous avez soulevée. Tone Engen, peut-être maintenant pour finir, pour regarder un paysage un petit peu large sur tous les types de supports qui peuvent être apportés aux enfants et aux personnes dans la société. I think you could show the picture, please. Thank you. So this is a picture of knowledge. I once was lecturing for a school, and I asked them about inclusion, and they said, we are fully included. We have 24 students and one included. And I think we could get that answer today as well. But there are different systems this person is in. And if you look at who has the knowledge and what kind of knowledge do we have to have. And in Sweden, you can't order into
each other's system. So the specialists can't come to the school and say, you have to have this person in a small group. But if you concentrate on the green one there, that is the orange, I think, that is the school. And that's the everyday activity, perhaps 8 hours every day. So there are organizations dealing with every day, much knowledge about each of the pupils. And also, if you go to the right and you see perhaps the blue one there meets this pupil 3 minutes a year. So who has the knowledge? Of course, the expert knowledge is very important, but you have to see the everyday knowledge, the interval knowledge, and the momentary knowledge. They are different kind of organizations. So into the school, you can see that engagement is actually today a competence. And you have to have the knowledge of some topics about the disability perhaps, but also about mathematics and so on. But you also need process knowledge, how to get your topic knowledge work for this student. And one of the most important knowledges there is what Lars talked about, to be able to listen, really listen. And in Sweden now, from next year, it will be a law from the Declaration of United Nations on the Child Declaration there. So it will be a law. You have to listen. You have to document it also that you have listened. And that's an important progress, I believe. And last but not least, you have to have system knowledge. She kind of knowledge is, you must know where am I? Am I at a school? Am I in a democracy? What kind of system do I use my knowledge in? So together with engagement, I think those three knowledge is building the competence for these students. Merci à vous de nous rappeler l'importance de ces connaissances et surtout qu'il faut savoir s'en servir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Gilles pour tout ça. Donc, je trouve qu'il y avait des éléments fort intéressants que nous avons entendus aujourd'hui. Vous avez maintenant la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Si vous me permettez, j'aimerais bien poser la toute première parce que j'ai bien relu le titre de notre table ronde. C'était donc de la coordination au partenariat. Et je trouvais très intéressant ce que vous avez dit, vous, je crois, Isabelle, que dans toute cette famille autour de l'élève, et l'élève au cœur, évidemment, donc la famille, le personnel enseignant, le médico-social, le parascolaire, le transport, tout ce qui contourne, il faudra bien un leader ici pour que ça devienne un véritable partenariat. Et je trouvais très intéressant, selon vous, donc, c'est le directeur d'école qui doit être le leader. Vous pouvez encore un peu nous expliquer cette notion, parce que je ne pense pas que c'est ainsi pour l'instant en France. Donc, la direction d'école joue le rôle de... C'est lui qui va, ou elle qui va créer la structure pour que les rencontres d'équipes stratégiques se produisent. Puis aussi va déterminer, va encourager l'inclusion scolaire à l'école et les pratiques qui vont permettre que ça se produise. Donc, par exemple, il pourrait avoir un moment qu'un élève doit avoir une intervention spécifique à l'extérieur, donc assurer qu'il y a des locales disponibles pour l'enfant. Donc, de façon très concrète, permettre une structure pour que les interventions soient possibles dans le cadre de l'école. Puis aussi, c'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, on évolue par rapport à l'inclusion scolaire, mais ce n'est pas tout le monde qui est rendu là et, dans leur philosophie. Des fois, il peut y avoir des gens qui ont d'autres idées. Donc, la direction d'école est le champion par rapport à la philosophie et guide les gens vers les bonnes pratiques. Peut-être, voilà un exemple dont nous pourrions nous inspirer aussi dans ce pays qui est la France. Qui souhaite poser une question à nos membres émérites de ce panel? Voilà, je vois un premier bras qui se... Merci beaucoup de lui apporter... Je crois que la fille d'en haut est plus vite que vous. Ah ben non, ce n'était pas la même personne, pardon. On va commencer par monsieur, donc s'il vous plaît, apportez-lui un microphone. Non, parce que juste, je l'ai préparé en premier. Après, ça sera à vous. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Merci, Emmanuel Guichardaz pour Trisomie 21 France. Je rebondis sur la question du leader, sur ce partenariat. Je veux bien effectivement qu'il y ait un leader pour la mise en œuvre du partenariat, mais je rejoins aussi la préoccupation qui a été exprimée par Diane Cabois.
quelle est dans ce système de partenariat, dans vos pays respectifs, la place de la famille et la place des parents et peut-être la place de l'élève lui-même pour qu'il ne soit pas finalement simplement un sujet de ce partenariat, mais un véritable acteur. Qui souhaite répondre à cette question? Je peux répondre. Ah, je décide pas, c'est vous qui décidez. On dirait une patate chaude, non, qu'on se passe là. Ils ont tous envie de répondre. Donc, quand j'ai expliqué un peu comment que le plan d'intervention se fait, la famille joue un rôle principal dans le développement du plan. Donc, j'ai parlé qu'un des éléments clés pour le développement du plan est de vraiment connaître c'est quoi les valeurs de la famille, où est-ce qu'ils voient leur enfant dans le futur, quelles sont les compétences que l'enfant a besoin d'apprendre pour avoir du succès dans sa vie avec ses pairs, en salle de classe, en communauté. Donc, la famille fait partie active et dans la mesure du possible aussi, on va demander à l'élève, c'est quoi tes rêves? Si on enlevait tous les balises, qu'est-ce que tu vois pour toi dans ton futur? Puis ensuite, le plan peut se développer par rapport à ça, en plus de l'évaluation des besoins. Et juste pour avoir écouté, j'ose peut-être ajouter que j'ai cru comprendre, d'après ce que vous avez dit, vous, Diane, que souvent, c'est trop de coordination pour les parents qui doivent tout faire à la place d'un vrai coordinateur. Donc, vous avez raison, la famille doit toujours jouer un rôle important. Je pense de même que les souhaits de l'élève. Mais si on peut faciliter un peu la tâche aux parents, je pense que ça sera une bonne chose avec cet élément leader. Pardon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être Lars voulait ajouter quelque chose. Yeah, if I would be allowed to just add two things. First of all, one of the big challenges in a country like Denmark, because we have these old institutions with a lot of special services, is actually to re-educate special educators and specialists to act together, and to act together according to not a common leader, because we don't like leaders in Denmark, but to a common framework and to speak a common language that we can understand. But secondly, and that is my main message, we have had the tendency to sort of change students into becoming passive receivers in inclusion interventions from very professional teachers and specialists. And we want to change the role of the students to become active providers of inclusion services. And in that respect, we also learned that they are part of the coordination process. They can become leaders of these activities. They can coordinate the activities. And actually, in the bottom line, they are the experts. They know when it is successful and when it is not successful. And they have very, very high ethical standards. They actually want this to be a success. So I would very much recommend to give students and pupils a bigger role. Et je pense aussi que ça dépend de l'handicap, pour dire la vérité. Qui peut être leader de son propre projet, sculpteur de son avenir et qui a besoin d'être plus encadré. Il y avait une autre question, je pense. Voilà, vous avez déjà le microphone, s'il vous plaît. Philippe Garnier, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'INSHEA. J'ai trouvé très intéressant la petite vidéo du Nouveau-Brunswick sur la petite Chloé. J'aurais voulu avoir quelques précisions, notamment quand elle travaille dans la classe ordinaire. Est-ce qu'elle fait les mêmes activités que les autres élèves? Est-ce que c'est les mêmes activités mais adaptées? Ou est-ce qu'elle fait autre chose, enfin d'autres activités? Et dans ce cas-là, qui prépare ces activités? Est-ce que c'est l'enseignante de classe ordinaire? Est-ce que c'est l'accompagnante? Et est-ce qu'il y a plusieurs adultes en permanence avec elle dans la classe pour la meilleure inclusion possible? Est-ce que vous pouvez vous lever la main? Je vous ai pas vu. Il est là, là-haut. Okay. Levez-vous, parce qu'elle voudrait bien vous répondre directement. C'est vraiment différent pour chaque enfant. Donc, il y a des enfants qui pourraient être non-verbales, qui ne pourront pas participer dans le curriculum et faire les mêmes activités des autres. Donc, c'est là l'évaluation pour comprendre c'est quoi la capacité de l'enfant à participer en salle de classe ou dans une certaine activité pédagogique. Si ce n'est pas possible, on va soit adapter l'activité pour qu'elle puisse avoir un apprentissage personnalisé
Et si c'est approprié, on va retirer l'enfant de la salle de classe pour faire des interventions plus 1-à-1 spécifiques à leurs besoins. Donc, c'est vraiment moment par moment. Et dans le plan, ça va être défini quels sont les objectifs pour l'enfant. Puis, l'assistant en éducation, l'équivalent des AESH, AVS, désolé, sont là pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages en plus de l'enseignant titulaire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Ça répond à... Oui, je vous en prie, madame, je vous ai vu. Bonjour, Agnès Pelletier, enseignante. Je voulais savoir, dans les pays qui ont témoigné, combien il y avait d'élèves par classe, parce que nous, on fait en moyenne 30 élèves par classe. Dans les élèves dans lesquels j'enseigne, j'ai 7 à 8 élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Ça devient très compliqué quand même. Et dans les pays étrangers, je voudrais savoir combien vous en avez par classe. Bonne question. Donc, on fait peut-être vite le tour. Donc, au Danemark, how many pupils in a class, maybe? Can you please answer first? Juste une précision, en moyenne en France, hein, on doit être à 25 élèves par classe, en moyenne, hein, au niveau national, en maternelle. Il a bien dit on devrait moyenne, être. je dis bien en moyenne. Oui, et à 23, je le dis pour les comparaisons internationales soient à peu près justes, tout simplement. Et à 23 en élémentaire. Ce qui fait baisser la moyenne, c'est les établissements qui sont classés à priorité. Mais sinon, quand... Non, mais je précise simplement pour bien qu'on ait des comparaisons internationales qui soient pareilles. On sait qu'on n'est pas très, très bon, mais voilà. Donc, il faut ramener les choses à leur... Donc, la règle dit 25, voilà. Il y en a 30, si, sans aucun doute. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de moyenne. Enfin, la moyenne. Donc, au Danemark. Yeah. In Denmark, it's almost the same, you know, an average of 25 students, changing from 20 to 30. 30 is the maximum. But the important message is that when we have special needs in a classroom, then we have a two-teacher system. So you can invite a second teacher into the classroom, and we prefer to do that instead of sending the children out to specialists. So we invite second teachers into the classroom, and that is a very important very good answer. method. Au Canada? Ça serait semblable dans la vingtaine jusqu'à possiblement 30. Je ne connais pas les chiffres spécifiques, mais ça semble assez semblable. Et aussi, la pratique du co-enseignement est présent aussi chez nous. C'est sûr que ça a un coût, le co-enseignement, ouais, comme toutes sortes d'accompagnements. En Suède, on est à peu près à combien d'élèves par classe? About the same, 25 to 30, but also the two-teacher system and a new profession coming up, teacher assistant. Before that, we had pupil assistant. So. Super. Je pense qu'ils ont répondu à votre question. On voit bien que... Alors, ce qu'on voit bien, c'est que plus que la taille des groupes, c'est le nombre de professionnels, la mobilisation d'un nombre de professionnels plus important qui est la variante pour les autres pays. Donc, ça nous pose toutes les questions concernant le rôle des autres professionnels, autres enseignants, qu'il s'agisse des réseaux d'aide, qu'il s'agisse des AESH. Et on voit bien qu'il y a une question de travail à réaliser parce qu'on n'est pas au même niveau de professionnalité d'un côté et de l'autre. Donc, voilà, c'est cette question de la compétence des accompagnants qui vont aider les groupes classes qui va être sans doute déterminante. Je sens que vous avez besoin d'en discuter encore plus. On va raccourcir la pause pour pouvoir prolonger cet échange-là et on va faire que 10 minutes de pause au lieu de 30. Êtes-vous d'accord? Ou, alors, qui n'est pas d'accord, qu'il applaudisse. Ah ben voilà, je savais que ça marche dans ce sens. On continue à discuter, je vous en prie, c'est à vous. Bonjour. Je m'appelle Dominique Aimant, je suis principal d'un collège. J'ai une question par rapport au rôle ou à la protection que chaque société accorde aux enfants. Est-ce que dans vos pays, il y a une législation, un encadrement juridique spécifique qui prendrait en compte les nécessités de protection de l'estime de soi des enfants, de la protection contre des violences, y compris familiales? Autrement dit, est-ce que les sociétés dans lesquelles vous vivez ont pris en compte cette dimension quand on parle d'inclusion et d'égalité et de protection de l'enfant finalement, de bien-être? Question d'éthique, voire juridique, est très intéressant. Je pense qu'on va à nouveau faire le tour des 3 pays. On commence peut-être par la Suède cette fois-ci, si vous voulez bien.
Yes, in Sweden we have different kind of protection systems and legislation. For example, family violence and so. So it's, I think they're quite well protected in theory, I would like to say. Nous, au Nouveau-Brunswick, nous avons le ministère du Développement social qui a la loi, a le mandat de la loi de la famille, et on parle de la protection à l'enfance. Donc, un exemple concret de cette loi-là, c'est que si un professionnel dans le secteur public voit un enfant qui est en situation de négligence ou d'abus, il est nécessaire de rapporter cet abus-là. Aussi, à l'école, nous avons une politique de milieu propice à l'apprentissage par rapport à votre question par rapport à l'estime de soi, puis aussi par rapport à l'harcèlement qui peut se produire des fois à l'école et des mesures qui doivent être prises dans ces situations-là. Et au Danemark, comment ça se passe? Yeah, well, in Denmark we have lots of rules and institutions taking care of the need of protection of children in different roles, in different respects, you know, the family, the school, the civil life, etc. But I think there's one important thing I could add, again in the municipality of Greve, where the children, the pupils play an important role. You know, we have an institution in Denmark, I think the name is international, and the Ombudsman. Yes, le médiateur, on dirait. Which is a person which you can address as a civil citizen, you know, if you are overruled by all the bureaucrats. And there they selected sort of an ombudsman or a group of ombudspersons in among the group of students. So you could address them, and they could then go to the municipal authorities or to the school leader and say, I've heard from this child, from this friend, that something is going wrong. Could you intervene in this process? So I think again bringing it down to the student level is an important issue to take. Très important. Donc là, encore une fois, donc, si je comprends bien, je saisis bien le système danois, c'est vraiment l'élève et ses initiatives et ses souhaits qui sont au centre ou qui sont souhaités d'être au centre. Qui se peut encore poser une question à notre panel? Je vous en prie. S'il vous plaît. Madame. Bonjour, Caroline Huron, donc membre du conseil scientifique. Je me posais une question sur les manuels scolaires, parce que les manuels scolaires en France, c'est un outil très, très utilisé. Donc on finit par avoir en fait un partenaire qui est l'éditeur scolaire qui est jamais autour de la table quand on fait une équipe de suivi de scolarité. On a un système qui est censé permettre l'accessibilité de ces manuels avec des associations qui adaptent ces manuels. Donc comme je suis présidente d'une d'entre elles qui s'appelle le Cartable Fantastique, qui est un agrément, je peux vous dire qu'on n'y arrive pas, on ne peut pas répondre aux besoins, c'est quasi impossible, tellement il y a de manuels en France et tellement ils sont renouvelés souvent. Donc on se retrouve avec des enfants, des milliers d'enfants qui n'ont pas accès au manuel scolaire, au contenu du manuel scolaire qui est l'outil proposé, poussé en France pour faire des exercices en maths, etc. Et je me demandais comment cette question était traitée dans les autres pays. Est-ce que vous avez un seul manuel scolaire? Est-ce que, comme nous, vous avez plein de manuels scolaires, mais des obligations de les rendre accessibles? Comment vous faites, en fait, dans vos pays? Donc la question de l'accessibilité des manuels scolaires. La Suède d'abord. It was an easy one to answer. My agency actually has that responsibility, taking for school books and books, also teaching books for teachers, making them because instead of inclusion, we talk accessibility in Sweden in the learning environment, and that is a very high focus on pedagogics and most digital also, of course, but accessibility is very high. So, and we also have a national authority for accessible medias who also work with us. So it's a great issue in Sweden, actually. Donc, clairement une priorité dans ce pays. Oui. Au Canada?
Au Canada, nous avons un groupe qui s'occupe, je pense comme le vôtre, par rapport à créer les livres en braille. Donc, c'est un service qui est disponible. Puis l'autre chose qu'on offre, c'est que nous avons des fonds au ministère qui sont pour Assistive Technology, les services d'appui au niveau de... Donc, par exemple, il y a un programme qu'on utilise qui s'appelle Kurzweil, qui on peut scanner les livres, puis ensuite ça le dit à l'oral à l'enfant. Donc, nous allons d'ailleurs approfondir demain aussi un peu tout ce qu'on peut faire au niveau digital pour améliorer l'éducation inclusive. Un mot du Danemark, pardon, je vous appelle par vos pays, hein, mais bon, c'est pour que ça soit clair. Un mot du Danemark, s'il vous plaît. Well, in Denmark we have a combination of producing books and materials is a private market issue, so it's private companies who do that. But saying that, we have fantastic books for special target groups. We have very interesting spelling and reading programs for students with disabilities, etc. So I think it's difficult to we don't have an overview because it is a private market issue. But normalement, il faut ajouter quand c'est issu du marché privé et que c'est pas étatique, normalement, ça réagit plutôt rapidement aux besoins du marché. Rien contre quelque chose qui est fait par l'administration. D'ailleurs, en France aussi, c'est évidemment les manuels scolaires avant tout sont sur le marché privé. On va prendre une dernière question. Il y en a deux. Alors, les deux dernières questions, madame et messieurs, si vous voulez bien apporter à chacun un microphone. Et après, on va faire donc un petit break. J'appellerai ça une pause pipi. Donc, pas plus. Je vous en prie. Voilà. Madame, je vous en prie. Bonjour, Valérie Sipaï-Malani. Je suis enseignante et je suis aussi syndicaliste au SNES FSU. Ce que nous font remonter nos collègues vis-à-vis de l'inclusion, c'est que pour eux, ils n'ont rien contre déjà. Souvent, on dit que les profs ne veulent pas des élèves en inclusion dans la classe. Ce n'est pas vrai. Par contre, c'est une masse de travail énorme pour eux et c'est aussi très culpabilisant. Donc la masse de travail, le ministère reconnaît actuellement plus de 42 heures de travail hebdomadaire pour un enseignant. Alors évidemment, on a les congés de nos élèves, mais ce sont des semaines très intenses. Quand nous devons différencier nos documents, par exemple, on doit faire police 48 pour tel élève, pour tel autre, on doit varier les exercices, etc. C'est un travail supplémentaire. Par ailleurs, la formation continue actuellement, elle est inexistante. Donc nous apprenons à nous débrouiller au fur et à mesure des besoins des élèves qui arrivent dans nos classes, et ça c'est aussi une difficulté. Et puis nous avons des exigences pour notre métier, et les collègues souvent nous disent qu'ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'ils souhaiteraient eux-mêmes, pour eux et pour leurs élèves, à faire l'enseignement de qualité qu'ils souhaiteraient. Et alors, je ne vais pas poser la question des effectifs. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est que puisque un certain nombre des représentants qui sont dans la table ronde nous sont présentés comme issus de pays où ces questions-là sont avancées par rapport à la France, j'aimerais savoir si les changements de métier, peut-être pas le fond de notre métier, mais quand même... L'école inclusive, ça nécessite un changement de posture. Est-ce que ces changements de métier ont été pris en compte dans, d'une part, la formation des enseignants, vous semblez avoir dit que oui, mais aussi dans le métier au jour le jour, par exemple sur le service. Est-ce que vous reconnaissez le fait qu'un enseignant qui doit participer à des ESS, ça doit rentrer dans ses heures de travail, ce n'est pas un travail bénévole en plus, par exemple? D'accord. Juste une chose, on a une deuxième table ronde qui parlera que de formation. Donc je pense que la partie formation des enseignants, on ne va pas répondre maintenant. Donc pour rassembler votre question, au-delà de cette question-là, on pourrait dire, il y a un autre détail, ces pays-là n'étaient pas choisis parce qu'ils sont forcément meilleurs. L'idée, c'est ici pas d'établir une hiérarchie. Ils font les choses autrement ou ils font d'autres choses et l'idée, c'est qui pourrait inspirer de qui. C'est plutôt ça l'idée. Donc, qu'est-ce que vous voulez répondre à madame si on ne parlera pas de formation d'enseignants? La question n'est pas très claire sans la partie formation. Gilles, essayez de reformuler parce que... Je crois qu'il y a eu des observations dans le premier temps. Et la question peut-être porte sur les aménagements, l'organisation du service et des écoles. Peut-être le changement de paradigme, c'est ce qu'elle a dit.
est-ce qu'il y a un vrai changement de paradigme qui a été fait dans votre pays? C'est les aménagements sur l'organisation des services des enseignants et l'organisation des écoles. Comme je vous ai dit, j'apprécie votre point par rapport à... On n'est pas nécessairement meilleur. Nous avons des politiques qui permettent certaines choses, mais nous sommes toujours en évolution. Nous avons toujours besoin de formation pour le personnel. Au niveau de la composition de la salle de classe, il faut des ressources humaines aussi pour aider les enseignants. Donc, c'est certain que dans les derniers 40 ans, puisque ça fait partie de notre culture, il y a eu une évolution à ce niveau-là et ça l'est plus accepté, mais la formation continue est absolument essentielle pour pouvoir continuer et que les gens sur le terrain aient les outils nécessaires pour offrir les services. Donc c'est en fait un protocole vivant qui continue en permanence. Il ne faut jamais s'arrêter. In Sweden, actually, we have the same problem as you. Everybody wants inclusion, and we think we have come far in that, but they struggle with the same. They have this bureaucracy burden coming from the new public management that have been for all the public sector. And then the new Bavarian state principle come to be transparent. You have to show everything you do. And on top of that, we got this third government principle taking over, hopefully, the trust. You're talking about this conference about trust with the pupils and trust. So trust is the new governing principle in Sweden now, leasing the burden because they have seen exactly what you are saying. And at the moment, they have no time for planning, no time for training, and so on. So we're in the same boat, actually. Donc vous n'êtes pas seul. C'est déjà ça le message venant de la Suède, si j'ose dire. Et on va donner évidemment la parole au Danemark. Yeah. I can recognize this situation. Actually, inclusion has been a teacher union issue in Denmark, a heavy one, and ambitious inclusion programs have been criticized from the teacher union part because they think we just put more burdens on the shoulders of the teacher who is very busy already. But adding to that, it has been emphasized, and it must be emphasized. I think it also is an important message from a conference like this one, that inclusive education is not a budget reduction program. We shouldn't reduce budgets when we emphasize inclusive education programs, but we should learn that we profit more from the same amount of money doing it in a different way. Tout à fait. Donc, la toute dernière question, c'était messieurs derrière, qui a déjà son microphone, je pense. Je vous en prie, messieurs. Merci, Romuald Guégan. Je me posais la question de l'organisation des différents modes d'administration et de financement de l'école dans vos pays respectifs. En France, nous avons les collectivités territoriales, mairies, départements et régions, qui auront en charge l'équipement des écoles et les personnels, les différents agents de l'école en dehors des enseignants. Les enseignants étant pris en charge par l'Éducation nationale ou le ministère de l'Agriculture. En France, nous avons aussi le ministère de la Santé en charge des différents services de soins. Donc, comment, dans vos différents pays, les différentes administrations ont-elles réussi à organiser efficacement leur travail de façon à ce que chaque enseignant et personnel sur le terrain puissent collaborer et travailler au bénéfice des jeunes. Donc on revient en fait au titre, ça serait c'est une très bonne question pour conclure. Comment vous avez réussi la coordination entre les différents acteurs autour de l'enfant qui a besoin de l'aide? Peut-être vous aussi, Gilles, on va faire un petit tour de tous les 4 pays qui sont présents ici. La situation a été très bien décrite par monsieur, et qu'effectivement, on a beaucoup d'administrations diverses, c'est que chacune développe. Alors, il y a des coordinations qui existent en France, qui sont plus ou moins effectives, qui sont en recomposition forte, qu'il s'agisse du travail avec les ARS, qu'il s'agisse du travail avec les MDPH, qu'il s'agisse du travail avec les communes ou avec les départements quand il s'agit du bâti et des conditions d'accueil. Mais c'est vrai que c'est un très gros travail que de coordonner l'ensemble de ces compétences. Et de faire peut-être un peu plus de lumière dans cette forêt de sigles dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. On va faire le sens inverse encore une fois. On commence avec le Danemark cette fois-ci.
Yeah, well, I think the system is not the same, but they can be compared. You know, we have a national education system led by the ministry, and then we have in a small country like Denmark, 89 local authorities, municipalities, and one of the problems, I just mentioned two problems. One problem is that if we still want to have and we need to have specialized institutions, and you cannot have a specialized institution in each of these 89 municipalities. So how to coordinate that is a problem. The second problem is that when we say that you have to go from specialized programs into inclusive programs at the local school, this means that you move the burden of the budget from the national level into the level of the municipality. And this is a problem we haven't solved and that we have to address. Très bien, c'est un problème donc, qui reste tout à fait intact. Donc, au Nouveau-Brunswick, il y a un ministère qui est responsable pour le développement des curriculums, pour la formation du personnel à un certain niveau. Puis, des financements sont donnés aux districts scolaires, donc ce qui serait l'équivalent, je crois, de vos académies. Donc, je ne suis pas experte dans le financement, je vais juste partager mes connaissances générales à ce niveau-là, mais il y aurait une enveloppe budgétaire qui est offerte à chaque district, puis pour certains postes, on donnerait des enveloppes pour la psychologie scolaire, une enveloppe pour les assistants en éducation, en plus d'une enveloppe pour la gestion en général. Donc, ce serait plutôt par ratio, donc selon le nombre d'élèves dans l'académie. Vous direz que plutôt que c'est un système qui fonctionne bien ou il est vraiment encore perfectible? C'est sûr que je pense qu'un thème courant ici, c'est le financement des ressources humaines. Ça reste toujours un défi, donc c'est pas très différent. Ça évolue, mais c'est toujours un besoin. Très bien, merci beaucoup. Et donc, dernier éclairage sur la Suède par rapport à la coordination entre les différents acteurs. Non, pardon, allez-y, voilà. S'il vous plaît, Diane. Je vais quand même dire un petit mot pour la France, même si voilà, vous savez un petit peu, vous connaissez tous la situation, mais là, vous parliez des collectivités et je pensais important d'en parler parce qu'effectivement, l'école, ce sont aussi des locaux. Des locaux, on pense à accessibilité, on a parlé beaucoup d'accessibilité au savoir, même au manuel scolaire, mais ce sont aussi les locaux. Et quand on pense locaux, on arrive déjà tout juste à faire le minimum en termes d'accessibilité motrice, mais on ne pense pas à tout le reste. Je pense à un exemple, on a travaillé sur les unités d'enseignement externalisées, qui suppose qu'il y ait un local qui va être dédié à cette unité d'enseignement. Ce sont les dispositifs, ce sont des salles tout simplement, notamment par exemple pour un répit. Voilà. Et ça ne peut pas se faire « Ah, il y a un jeune qui aurait ce besoin aujourd'hui ». Voilà. Il faut l'anticiper et c'est quelque chose qui n'est pas encore fait en amont, dans toutes les écoles, dans tous les établissements. On réagit tardivement, on essaye de trouver des petites solutions, mais ce sont quand même des freins aujourd'hui à ce transport, enfin cette transformation des établissements vers les services, parce que qui dit service, il faut bien que les professionnels puissent rentrer dans les écoles. Et il faut pour cela de la place. Donc le changement de conscience est en route, je dirais, mais pas encore accompli. Et donc, la situation chez vous? Sweden has two models. The one is the national level that provides funding and educational possibilities for municipality teachers and so. And at the municipality level, the municipality itself decide what kind of economic model to divide the money into the school. If it's the most needed school money model, it could change. We have 291 municipalities, so they're very varied models. But in Sweden, we have something called Robin Hood taxation, and taking from the rich communities to those who has less in taxation funding. So, and they have even increased that one at the moment because of the migrant politics. So it's a double funding system actually. Très bien. Ben, c'est ce qu'on fait aussi en Allemagne, c'est que l'Allemagne de l'Ouest très riche a dû donner à l'Allemagne de l'Est. Mais bon, nous n'allons pas divaguer. Merci beaucoup. Je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements à Lars Quatroup, Isabelle Kovana, Diane Kaboua et Madame Ton Engen.
Et bien sûr, à Gilles Pétro, notre animateur. Alors, je vous donne rendez-vous à 4h04 pour la reprise de travaux. Ça vous donne un peu plus que 10 minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup.